Cette présence remarquée du personnel de l'agence congolaise de presse ACP devant le palais de la justice à Gombe n'a qu'un seul objectif, à savoir interpeller les autorités judiciaires pour qu'elles barrent la route à tout individu ou groupe d'individus qui, sans titre ni qualité, depuis un moment se donnent les kilos de vendre le siège administratif de l'ACP. En 2017, un certain Panzou nous a traîné en justice pour dire que l'immeuble de l'agence congolaise de presse lui appartient. Nous sommes venus ici pour dire non à cette spoliation. Et nous demandons, nous faisons appel au chef de l'État pour que cet immeuble, cette concession de l'ACP soit protégée. Au moment où le chef de l'État lutte contre les antivaleurs comme l'escroquerie, la spoliation, la corruption, mais voici que quelqu'un veut se servir de la justice pour aliéner cet immeuble. Situé dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Tombalbaye, cet immeuble a été mis à la disposition de l'ACP depuis 1973 par le gouvernement congolais. Le vendre serait un acte inadmissible, ont rappelé les cadres et agents de ce média public. Vous voyez, il y a toute une foule. Nous avons plus de 600 personnes, des journalistes encore. On vient les déstabiliser, ils sont incapables de travailler parce qu'il y a un type, je ne sais pas qui, si c'est un blanc, c'est un noir ou bien il y a un jaune, on ne le connaît pas. Quelqu'un qui a acheté un endroit, on ne le connaît pas. Et puis immédiatement au niveau des tribunaux, on tranche, oui, c'est fait. Et ça c'est fait. On n'a jamais vu ça. Pour les pensionnaires de l'immeuble de l'ACP, leur cadre de travail n'est pas un bien sans maître et que personne n'a le droit de l'espolier. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations de manière victorieuse à l'est du pays, particulièrement dans la province de l'Ituri. Une opération baptisée Zarouba et Ituri a été lancée depuis le 21 juin 2019. Elle visait spécifiquement la neutralisation du groupe armé Ngudiolo, actif dans le village Iolo, groupement Walendu Biti, territoire des Djou. Cette opération était dirigée contre deux axes, l'axe Ladjou et l'axe Iolo. Ces deux axes ont été conquis de manière professionnelle par nos forces armées qui ont neutralisé et nettoyé tout ce secteur. Bilan, 17 hors la loi neutralisés, 1 capturé et 4 armes AK-47 récupérées. Au cours de cette opération, nos forces armées ont enregistré 2 militaires blessés qui ont immédiatement été pris en charge par les structures médicales compétentes. C'est ici l'occasion pour nous de dénoncer et de condamner ceux qui s'évertuent à déclarer que nos forces se seraient livrées au massacre de nos populations pour lesquelles nous sommes engagés depuis que nos forces armées existent, parce que c'est le sens de notre serment de les protéger jusqu'au sacrifice suprême. Nos forces armées respectent les droits de l'homme, le droit international humanitaire et les règles d'engagement. Nous profitons de cette occasion pour annoncer la conquête de la forêt Ouago, fief et lieu de retraite où allaient se réfugier les membres du groupe armé Ngudiolo. Actuellement, nos hommes ont l'initiative sur le terrain et l'opération de ratissage continue. Construit depuis les années 60, le centre pénitentiaire de Kinshasa, communément appelé prison centrale de Makala, n'a jamais connu une réhabilitation. Avec une capacité initiale de 1700 prisonniers, la prison principale de la République démocratique du Congo souffre aujourd'hui d'un surpeuplement à outrance et d'une dégradation prononcée. Les 11 pavillons qui la composent étaient chacun initialement prévus pour 150 personnes, mais l'on y trouve aujourd'hui 1000 voire 1500 détenus pour un total de 8400 détenus. À voir l'état dans lequel se trouvent les bâtiments, les cellules, la cuisine et les sanitaires ont comparé ces pénitenciers en un mouroir loin d'un centre de rééducation. Donc pour le moment, bien que prisonniers à rotonda, tout ça m'a ébélé, mais misala oye, ils ont pour contribuer, ba malade yamabe, misala prisonniers oumeli, ba réhabiliter ango. Bon, pendant nga la kosenga mingi, tant bazo réhabiliter prison avec ba te belé au tozali, na effectif peut-être président de la République, a son appel bango pour diminuer un peu effectif.
Nous saluons la réhabilitation de la prison centrale de Makala qui peut éviter à de nombreuses personnes qui sont ici plusieurs maladies. Il y a un problème, il y a des détentions irrégulières. Il y a des dossiers Zika, alors, ça l'effort du tribunal et ça le cas pour na yesunga bango. Moi ndambo effectif ya bato diminuer pour réhabiliter misala malamu parce que tout ça un peu étouffé na ndenge o misala de sala. Respectueux des droits de l'homme, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inscrit dans son programme d'urgence de 100 jours la réhabilitation complète de la prison centrale de Makala. D'abord les bâtiments existants, à savoir le 11 pavillons, le bâtiment administratif, l'atelier, la cuisine et ainsi que la cour. C'est l'entreprise de construction Konimo SRL qui est en charge de cette réhabilitation dont les travaux sont en cours. Les pavillons 11 et l'atelier qui étaient en état de délabrement avancé il y a à peine 2 semaines connaît déjà une grande transformation sous l'œil de Machak Kassabiti Trésor, le directeur adjoint de cette prison. En tout cas, c'est un soulagement total. D'emblée, nous, on nous appelle déjà dans notre jargon des papas. Partout, par-ci, par-là, on nous appelle des papas dans la prison ici. Alors, nous devons toujours avoir un cœur des parents. Nous devons toujours avoir un cœur des parents. Tout ce qu'on incarcère ici, ce sont nos semblables. Malgré les dégâts ou les infractions commises, mais à part entière, ils sont humains. Nous devons humaniser aussi nos prisons. Alors nous disons merci au chef de l'État. L'avenue de l'université est désormais ouverte au trafic. La population a hâte d'utiliser cette route, longtemps restée impraticable. Elle n'est plus un casse-tête pour les usagers. C'est pour se rendre compte du travail gigantesque abattu par l'Office des voiries et drainage OVD que le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba Kalengai, a fait la ronde des chantiers. Satisfait du travail effectué par l'Office des voiries et drainage, David Moukeba Kalengai a constaté que la route est conforme aux prescriptions techniques. Les techniciens de l'OVD étaient soumis aux missions de contrôle pour que ces travaux répondent aux normes. Des murs de soutenance ont été construits au niveau du rond-point Vatican à l'Uniquine pour éviter des érosions. L'Office des voiries et drainage a mis en œuvre un confort de taille pour les usagers de cette route. Tout ceci pour rendre perceptible les 100 premiers jours du chef de l'État dans les secteurs des infrastructures. La gestion durable des forêts de la République démocratique du Congo fait partie des objectifs assignés par le gouvernement congolais à travers les ministères de l'Environnement et le Développement durable. C'est dans ce cadre que le ministère a mis en place les projets d'appui à cette gestion durable à GEDIFOR en 2011, dont la première phase était consacrée sur les renforcements des capacités de l'administration, notamment la direction des inventaires et aménagements forestiers DIAF, la direction de la gestion forestière et la cellule de contrôle et de vérification interne. Le ministère a mis en place également l'appui à l'élaboration du plan d'aménagement des concessions forestières dont la compagnie forestière et de la transformation CFT a été certifié légal. Au niveau des provinces, ces projets permettent de garantir une gestion de proximité des concessions forestières et réduire les coûts d'intervention. À ce jour, 31 concessions constituant plus de 60% de la superficie cible à aménager disposent de plans d'aménagement dont une dizaine a été validée et d'autres
sont encore sous analyse par l'administration compétente. Pour les représentants du secrétaire général à l'environnement et le développement durable, les acquis de ces projets sont disponibles et seront capitalisés et valorisés dans la perspective d'assurer un développement durable issu de l'exploitation forestière au niveau de la République démocratique du Congo. La direction générale de l'École nationale d'administration voudrait informer le public que bientôt, le ministre en charge de la fonction publique va procéder au lancement du recrutement de la 6e promotion de l'ENA. Nous souhaiterions que cette fois-ci, qu'il y ait le plus de filles possible. Nous sommes en train de faire la promotion du genre. Les filles sont suffisamment attendues à l'ENA parce que nous savons qu'ils sont capables de pouvoir affronter ces concours. C'est quoi les critères? Il faut rentrer dans les sites web de l'ENA, www.ena.cd. Tous les critères y sont affichés. Il faudra déposer des candidatures. Toutes les modalités pratiques sont mentionnées dans les sites web de l'ENA. Et le dépôt des candidatures ne se feront qu'en ligne, comme toujours, dans les sites web de l'ENA. Ça ne sert à rien de se déplacer avec des dossiers dans des fardes pour venir le déposer à l'ENA. Tout s'est fait en ligne. Et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats des provinces, tous les 25 provinces de la RDC, plus la ville de Kinshasa, et que les 100 meilleurs puissent être accueillis à l'ENA. Je vous remercie. L'hôpital américain de Paris, une institution à vocation généraliste, veut conclure un partenariat avec la RDC pour la prise en charge de cas d'hépatite. Avec un plateau technique de qualité, cet hôpital veut prendre en charge les patients congolais de cette endémie, véritable fléau ravageur. À Kinshasa, les médecins de cet hôpital sont venus expliquer la pertinence de leur projet. Du fait de mes très nombreux voyages en Afrique, j'ai pu mesurer l'importance des endémies des hépatites en Afrique, du coût majeur que ça représente en termes de vie humaine, en termes de répercussions sur les forces vives, sur l'économie des pays. Et c'est pour cela qu'avec mes collègues africains, on a travaillé et on a mis au point ce projet de dépistage et de prévention et de traitement précoce du cancer primitif du foie par des techniques efficaces, sûres, peu coûteuses et qui peuvent s'adapter au plus grand nombre. Cet hôpital compte se rendre dans les zones où l'accès aux soins est difficile. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il existe 350 000 nouvelles infections. Cette épidémie silencieuse fait 1 million de victimes l'an, dont un quart en Afrique subsaharienne. Ce partenariat pourra sensiblement diminuer la prévalence de mortalité. Réunie autour du patron de la centrale électorale, Corneille Nangaye Bello, la plénière de la CENI a publié ce 25 juin 2019 la décision numéro 055 portant modification des listes définitives des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Sankuru et Sud-Ubangi, élection fixée du reste le 10 juillet 2019. Il est à retenir que les candidats seront en campagne électorale entre le 6 et le 8 juillet 2019. La session extraordinaire dans les assemblées provinciales au Sankuru et au Sud-Ubangi sera convoquée du 4 au 13 juillet. Le calendrier réaménagé présenté ces jours fait suite aux arrêts du Conseil d'État, arrêt REA 002 du 27 mars 2019, réhabilitant la candidature de M. Mukumadi Joseph Stéphane et son colistier à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankuru, et REA 106 du 21 juin 2019, annulant les résultats de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sud-Ubangi. Au Sankuru, ils seront 2 pour se disputer le siège de gouverneur. Au Sud-Ubangi, on dénombre 6 candidats, dont 4 indépendants. La suite du calendrier électoral, dépôt des recours en contestation des résultats devant les cours d'appel du Sankuru et du Sud-Ubangi du 11 au 18 juillet 2019. Entre le 11 et le 25 juillet 2019, il sera question des contentieux des résultats de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 26 juillet au 9 août 2019. C'est la date prévue pour l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs élus.
Au cours de ces face-à-face avec la presse, le commandant adjoint de la force onusienne, le général Bernard Comix, a exprimé sa profonde préoccupation sur la sécurité de la population civile de la République démocratique du Congo à l'Ituri, précisément à Djougou, Mahagi, Bunia, où les violences meurtrières continuent de s'aimer les désordres. Nous avons affaire désormais à 3 fronts dans cette zone. Le premier front est celui de notre mission de protéger les civils. Et pour cela, toutes les ressources qui étaient disponibles dans le secteur nord, le bataillon de déploiement rapide du Bangladesh et le bataillon marocain qui était dans cette zone, je leur ai donné l'ordre de mettre en œuvre 100% de leurs moyens. Ils l'ont fait, et la situation est d'une telle gravité que la nécessité d'un renfort est apparue très rapidement. Raison pour laquelle une compagnie uruguayenne a été détachée. Elle est actuellement en cours de finalisation de mise en place par un pont aérien, dans le but de contribuer à mettre en place des détachements visant à rassurer et à sécuriser les populations. Pour sa part, le coordonnateur du groupe de communication des Nations Unies, Mathias Julman, a donné la position de la situation humanitaire de l'Ituri sur l'assistance matérielle nécessaire, nourriture de populations vulnérables qui sévit dans cette partie de la RDC. Un convoi du programme alimentaire mondial PAM de 5 camions avec à leur bord 126 tonnes de nourriture a été escorté par la MONUSCO vers Drodro pour une distribution à plus de 77 000 personnes. David Chrisley est nommé coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à virus Ebola. Avec 7 chambres froides, 87 boutiques et pharmacies, 18 dépôts et plusieurs étalages, le marché de Matadi-Kibala est quotidiennement fréquenté par plus ou moins 8000 vendeurs, dont 4000 à l'intérieur du marché et 4000 dans ses environs. Avec cette affluence et vu son emplacement stratégique comme point d'entrée et de chute des produits vivriers de la capitale, sa modernisation est une nécessité pour préserver la sécurité des personnes et améliorer les conditions de l'exercice du commerce sur ce lieu de négoce. Dans la perspective de construction de ce marché municipal moderne, le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, Papakin, a sensibilisé tous les représentants des organisations des vendeurs de ce marché, le représentant de l'autorité municipale, l'administrateur du marché et autres acteurs concernés par la gestion. Après échange et présentation de la maquette, toutes les parties ont signé l'acte d'engagement pour amorcer le processus de construction de ce marché municipal qui commencera par une délocalisation temporaire du marché. Pour le secrétaire général à l'agriculture Évariste Bochabou Bopemink, la construction du marché de Matadi-Kibala va améliorer les conditions de vente et de stockage des produits dans les conditions répondant aux normes internationales tout en rendant fluide la circulation sur la chaussée. Le coordonnateur national de Papakin, Popol Kizungu, a relevé l'importance d'obtenir l'adhésion de tous à ce projet qui va bénéficier de l'appui du FIDA, Fonds international de développement agricole, qui va financer entièrement la construction de cet ouvrage d'intérêt communautaire. En séjour à Goma, au Nord Kivu, Madame le secrétaire général au ministère national du commerce extérieur est allée le lundi dernier s'imprégner des réalités du poste frontalier appelé Petite Barrière qui devrait être modernisé. Madame Eugénie Salamboko a reconnu que beaucoup de choses restent à faire du côté congolais car la fraude est favorisée par manque d'infrastructures viables répondant aux normes. Elle promet de faire le rapport acquis de droit. Mon impression est que nous avons encore beaucoup à faire, surtout du côté congolais. Il y a facilement fraude parce que les infrastructures ne sont pas en place. Donc il y a vraiment, nous perdons beaucoup. Nous allons faire le rapport. Je suis venu sur le terrain, je vais faire le rapport à la hiérarchie et éventuellement faire des propositions pour que les choses marchent. Beaucoup de méthodes, j'ai vu ici vraiment archaïques alors que la nouvelle technologie est déjà mise en place. Comme de l'autre côté, nous devons le mettre. Tel que j'ai vu ici, en tout cas, la fraude est vraiment très favorisée. Les bailleurs sont là, mais vous savez, quand vous avez des bailleurs de fonds, ils exigent aussi que le gouvernement donne la contrepartie. Et c'est ce qui bloque.
Et puis il y a le problème dans les labellisations des familles ici. Il faut qu'on leur donne pour qu'ils laissent la place où le travail puisse être fait. Donc d'ici là, c'était le problème. Ce qui traînait, c'est la liste, l'harmonisation de la liste pour les familles, parce qu'il y a eu 3 listes. Finalement, on s'est mis d'accord, il y a une seule liste maintenant avec le nombre de familles à une harmonisation. Signalons qu'avant de visiter la petite barrière, elle a été présentée ses civilités au gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Maître Feller Lutaïtirois. Peu avant, Eugénie Salamboko a participé à une réunion du comité technique du programme de facilitation du commerce. Les travaux de réhabilitation des axes routiers dans le cadre du programme d'urgence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a atteint une vitesse de croisière dans la province du Mai-Ndombe avec fonds propres du gouvernement de la République démocratique du Congo et du Fonds Nord. Suppression des bourbiers, élargissement des routes, bref, la praticabilité des différents axes routiers reste une priorité pour l'Office de route Mai-Ndombe en vue de matérialiser la vision du chef de l'État. Lancé au mois d'avril dernier sur la route nationale numéro 17, tronçon Kintsele-Ngandambo, l'air est aux visites de différents chantiers. C'est ce qui justifie la présence de l'ingénieur Jean-Dédé Mikwari, directeur provincial de l'Office de route Mai-Ndombe à Isaka, pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux exécutés par la brigade 221, tronçon Bendela-Selengue, sur la route nationale numéro 9, à la grande satisfaction de la population ainsi que du bureau technique de contrôle BTC en sigle. À son arrivée à Isaka, Jean-Dédé Mikwari, directeur provincial de l'Office de route, a été envahi par la population de cette partie de la province du Mai-Ndombe qui sont venus remercier les chefs de l'État pour la prise en compte de ces tronçons abandonnés depuis près de 15 ans. Profitant de l'occasion, le patron de l'Office de route Mai-Ndombe a échangé tour à tour avec la population, la notabilité, et Jean-Dédé Mikwari a fini cette série d'échanges avec les cadres et agents de la brigade 221 Nyoki, leur invitant à la vigilance, la sécurité des matériels et au sens de la responsabilité. L'ingénieur Jean-Dédé Mikwari, directeur provincial de l'Office du route Mai-Ndombe, s'est dit satisfait de la qualité du travail abattu par cette brigade. C'est un sentiment de joie parce que les agents se sont démenés. Alors on peut rouler de Bendela jusqu'à Saka sur 56 km sans inquiétude. Si nous terminons les 7 km qui nous restent d'ici Konkia, on va traverser jusqu'à Nyoki, travailler encore de Nyoki jusqu'à Selengue. Le gouvernement de la République s'engage à renforcer la lutte contre la pêche illicite dite non déclarée dans les soucis de promouvoir l'aquaculture afin d'accroître la production de produits halieutiques. La 52e édition de la Journée nationale du poisson a vécu au bord du lac Albert en Ituri sous la direction du directeur du cabinet adjoint au ministère de la Pêche et Élevage, Adélard Mumbere, de pêcher sur place pour la circonstance par le ministre de tutelle, Daniel Paluku Kisaka Yere. Pour matérialiser la vision du gouvernement qui fait de la pêche une priorité, des intrants de pêche et autres outils nécessaires ont été remis au gouverneur, suivis d'un appui financier. Un bateau de surveillance doté de caméras a fait partie de ces dons et dans les soucis de préserver la santé de la population, le DIRCAP Adélard Mumbere a procédé à l'incinération de filets de pêche prohibés. Nous voulons produire en suffisance, consommer les poissons et les produits halieutiques et au besoin les exporter. Nous voulons lutter contre l'importation des poissons dans la République démocratique du Congo, d'autant plus que ce lac Albert était reconnu comme premier lac producteur de poissons dans la République démocratique du Congo. Le geste du gouvernement n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'autorité provinciale. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement central qui, à travers le ministre de la Pêche, a choisi de célébrer cette journée ici à Kasenyi. Cela sous la conduite de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, qui sait dans quelle situation la population de l'Ituri se trouve. La visite des infrastructures de pêche, dont une station de surveillance et de recherche construite dans le cadre du projet LEFT2, financé par la Banque mondiale, a sanctionné cette journée du poisson en Ituri.
Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a présenté son programme du gouvernement le mardi 25 juin 2019 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était lors d'une plénière qui a suivi celle consacrée à la validation des mandats des suppléants devant remplacer les élus de la ville appelés à d'autres fonctions, soit en tant que vice-gouverneur ou encore comme ministre provincial. Jantiningo Bilambaka a axé son programme sur 5 points, à savoir l'amélioration de la gouvernance et les rétablissements de la sécurité, la protection de l'environnement et l'assainissement de la ville, la modernisation des infrastructures de base, le développement des activités économiques et la création d'emplois, et enfin l'amélioration de la qualité des services sociaux de base. Avant de dévoiler ces 5 axes dont la vision repose sur le concept Kinshasa-Bopeto par tous pour une métropole attractive, rayonnante et résiliente, offrant un cadre de vie basé sur le mieux-être des Kinoises et Kinois, le premier citoyen de la ville-province Kinshasa a relevé quelques mots qui rongent la ville-province. Il s'agit notamment de l'insuffisance de la gouvernance au niveau des services urbains, la modicité des ressources dans la mise en œuvre de la décentralisation financière et le manque d'adhésion des Kinoises et Kinois. Jantiningo Bilambaka s'est posé quelques questions, notamment que fait l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. À cette question, il a ajouté celle en rapport avec l'amélioration des conditions de vie de la population kinoise ainsi que la fin de l'insécurité grandissante dans la ville-province Kinshasa. Le 35e gouverneur de la ville ne s'est pas arrêté là. Il a aussi évoqué les problèmes auxquels sont confrontés les services de la ville, entre autres les effectifs pléthoriques, la sous-qualification des agents des services déconcentrés et autres. En outre, le gouverneur a souligné qu'au-delà de ces mots, il n'est pas trop tard pour bien faire et pour apporter les réponses appropriées à toutes ces préoccupations. Jantiningo Bilambaka a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en promettant de matérialiser sa vision, laquelle est basée sur les principes de la redevabilité, la bonne gouvernance et la gestion axée sur les résultats. Il a enfin appelé à l'unité et a sollicité l'accompagnement des élus de Kinshasa pour la concrétisation de ses rêves. Toute autorité vient des dieux, déclare le Sainte Écriture. Cette pensée biblique a inspiré l'exécutif provincial de la Tchapa, dirigé de main de maître par Pancras Bongonkoi, a confié entre les mains des dieux tout-puissants son action gouvernementale dans cette partie de la République. Cap vers l'Assemblée provinciale pour présenter le programme gouvernemental. Après discussion et débat, le président de l'Assemblée provinciale, au nom de tous les députés provinciaux, vient d'adopter à l'unanimité le programme et investit le gouvernement. Après la présentation du programme par le gouverneur de province, soumis aux voix, l'Assemblée plénière de ce jour a approuvé à l'unanimité ce programme et investi par conséquent les ministres provinciaux conformément à l'article 7 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. L'apport des spécialités de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, dans l'émergence de la RDC, c'est le thème initié par le comité de gestion de l'ISTA dirigé par le directeur général. Le professeur ingénieur Pierre Kassengedia Mutombe, thème apprécié par des grands scientifiques du pays pour en débattre et faire valoir les capacités et qualités techniques numériques de l'ISTA de répondre à la demande technologique de la RDC. Durant 2 jours, soit du 25 au 26 juin 2019, l'assistance composée de chercheurs scientifiques et étudiants réunis dans la salle de promotion de l'ISTA ont été abreuvés par des interventions de 5 éminents professeurs d'université qui chacun a abordé un aspect. Nous pouvons accompagner notre gouvernement, notre État, dans l'analyse, dans la conception, dans l'implémentation des solutions technologiques. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces assises ont bénéficié de l'appui de son conseiller principal en charge des mines et énergie. Je crois que la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est tournée vers la valorisation des compétences locales, ce qui revient à dire que dans la réalisation des objectifs qu'il s'est assignés, nous tiendrons compte des intelligences locales
Donc notamment la crème scientifique et technique de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. L'ISTA donc tend sa main au gouvernement de la République et reste disposé d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Action d'élever, de former un enfant, un jeune homme, une jeune fille, développer ses facultés intellectuelles et morales. Ceci est primordial au complexe scolaire Sainte-Cécile, situé au numéro 17 de l'avenue Paroisse, quartier Rigini, dans la commune de Lemba. La coordinatrice de cet établissement scolaire pour la sœur religieuse Antoinette Bakouda, qui prend en compte le développement de l'intellectuel et la morale, reste indispensable pour les élites de la société congolaise. Le 3 septembre, l'école a ouvert ses portes avec 3 sections. Il y a la crèche qui prend les enfants d'1 année et demie et 2 ans. La maternelle pour les enfants de 3 ans, 4 ans et 5 ans. Pour les primaires en progression, de première année jusqu'à 4e primaire. Dès l'école maternelle, nous commençons avec cette formation-là de qualité parce que nous voulons former les élites pour le Congo de demain. Nous donnons la formation intégrale, une formation totale. Donc nous formons la tête, nous formons le cœur, nous formons même l'âme. Tous les enfants à l'école, c'est la seule voie qui conduit l'homme vers son épanouissement et son développement. Non escolae sed vitae. On n'étudie pas pour l'école, mais c'est pour la vie, dira-t-on. Ainsi donc, les parents ont l'obligation d'offrir à leurs enfants ce meilleur cadeau qui est l'éducation. La conseillère spéciale du chef de l'État chargée de la lutte contre les violences faites à la femme et de la jeunesse, Madame Chantal Yelou Moulop, a reçu le week-end dernier les organisations de femmes, juristes, sociétés civiles, politiques et policières autour du sujet d'actualité des viols sur mineurs de 13 ans par ses collègues mineurs. Je voudrais commencer mon mot par remercier chaque personne ici présente pour avoir accepté de répondre à notre invitation de ce jour, qui consiste à un échange autour d'une question d'actualité, à savoir le cas de la fille mineure de 13 ans, victime de viol par ses collègues mineurs. Par la même occasion, la conseillère spéciale a souligné d'organiser des différentes rencontres de réflexion avec les experts en matière de violences sexuelles, afin de soutenir la vision du chef de l'État dans la lutte contre les violences faites à la femme. Il est donc de notre devoir, en tant que conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, de lutte contre la violence faite à la femme, d'inviter une réflexion avec différents experts en matière de violence sexuelle pour entrer dans la vision du président de la République relative à la lutte contre la violence faite aux femmes. Au sortir de ces assises, quelques participants ont réagi. La plupart des gens ont râlé par rapport au jugement rendu, mais nous ne fonctionnons que par rapport à la loi. C'est pourquoi on a lu les lois portant protection de l'enfant. Tout le monde a compris que c'est le législateur qui a écrit ces lois. Ce n'est pas le magistrat du jour dans le dossier qui a inventé les choses. Nous sommes coincés dans les lois. C'est la loi qui veut cela. Pourquoi ? La loi, c'est la loi portant protection de l'enfant. Mais pas seulement de l'enfant victime, mais de l'enfant aussi coupable, comme on le dit. Mais chez nous, on dit enfant en conflit avec la loi. Je suis très fière de participer à ces échanges parce que ça a éveillé aussi ma conscience. En ayant des enfants, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas facile, mais nous avons beaucoup appris. Que l'on commence d'abord à organiser une très bonne éducation dans nos maisons. Ces femmes sont désormais autonomes, ceci après avoir suivi une formation en alphabétisation, coupe-couture et esthétique par les collectifs des organisations de la société civile dans les secteurs de l'éducation, de la culture et de l'agriculture, COSES. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, a procédé à la remise des brevets aux 104 femmes qui viennent de sortir de l'ignorance et de la pauvreté. Dans le cadre des réalisations des objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies, il est recommandé d'accorder une attention particulière à l'autonomisation de la femme. C'est dans ce contexte que l'ONG COSES a créé une structure d'encadrement des femmes
vulnérables et des filles mères ne sachant ni lire ni écrire, ne connaissant aucun métier et abandonnées à leur triste sort. Les lauréates ont salué l'initiative de l'honorable Marie Kouette Moutinga, la présidente du conseil d'administration, l'élu de Lancélé, rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de leur sortir de la pauvreté. Désormais, elles peuvent créer leurs propres entreprises et nourrir leur progéniture. Les nouveaux SMIG souffrent de son application dans bon nombre d'entreprises, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Depuis plusieurs mois, le vice-ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale a entrepris une tournée en province pour sensibiliser sur le bien fondé de cette loi. À Bukavu, où il séjourne, Atiska Bongo se devait tout d'abord de prendre la température des structures sous tutelle. Inspection générale du travail, INPP, CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale ex-INSS, où il a donné des recommandations sur le respect du code du travail et l'application du SMIC. Le vice-ministre Atiska Bongo s'est rendu ensuite à la Pharmakina, dont la création remonte en 1942. Cette usine de production de médicaments, essentiellement la quinine, peine à appliquer le 3e palier du SMIC. Elle justifie cela par le fait qu'elle est confrontée à une concurrence déloyale, ce qui influe négativement sur son chiffre d'affaires. Le vice-ministre a promis l'intervention du gouvernement tout en insistant sur le respect des textes légaux. Et très importante d'ailleurs, qui nous a donné des éclaircissements sur la situation en général. Nous allons profiter de ma présence ici pour faire des descentes sur le terrain, faire les constats, mais surtout rappeler à tout le monde que le nouveau SMIC doit s'appliquer. C'est une disposition légale qui s'oppose à tous. Au regard de la résistance constatée ici ou là dans l'application du nouveau SMIC, qui est passé de 1650 francs congolais à 7750 francs congolais par jour, le gouvernement est obligé de passer à la vitesse supérieure et donc à sévir